Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Be Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui nous inspirent. Ma première invitée est Stéphanie Gâteux, une femme qu'on ne peut pas ne pas connaître. Multi-entrepreneuse à impact et polyhandicapée. Stéphanie a fondé le cabinet de conseil International Strategy, l'incubateur Exportunity et la start-up Hardy Road. Elle est sur tous les fronts avec la même passion et le même enthousiasme. Mais surtout, Stéphanie veut rendre notre monde à la fois innovant et accessible à tous. Ma deuxième invitée est Ludovic Procéché, une vraie star sur TikTok. Plus de 300 000 personnes le suivent dans ses aventures. Parce que Ludovic exerce le magnifique métier d'éboueur à Paris. Et chaque après-midi rend nos villes vivables. Sa passion, partager ce quotidien, nous sensibiliser à la propreté et mettre en lumière les invisibles de la rue. Comme nos deux invités, allons-nous nous engager pour changer le monde à notre manière. Chiche. Bienvenue à nous qui nous rejoignez. C'est parti pour deux découvertes très inspirantes. Je suis absolument ravie d'accueillir Stéphanie Gâteux, une femme avec une vraie ambition féminine. Elle ose tutoyer les étoiles malgré de nombreux handicaps. Elle pose comme si chaque jour était le dernier et nous apporte de son énergie, sa passion à vouloir changer le monde pour le rendre plus solidaire. Stéphanie me fascine parce qu'elle est sourde, mais joue du saxophone, a une fibromyalgie, mais danse des claquettes. Vous la présente Stéphanie. Bonjour Virginie, merci pour cette belle invitation. Avec plaisir. Alors Stéphanie, ta vie est un véritable roman. Tu as voyagé partout dans le monde et tu as fait de tout ça un atout. Tu es devenue aujourd'hui experte en stratégie et en innovation digitale à l'international. Mais alors, quel a été ton moteur de tout ça ? En fait, il est très simple, mon moteur, c'est que la proposition de vie que j'avais ne me plaisait pas. J'étais déjà atteinte de surdité petite, mais je ne le savais pas encore, mais ça me coupait du monde. Je ne savais pas non plus que j'avais le syndrome d'Asperger, et donc je ne comprenais pas les gens. Et je me disais, qu'est-ce que je fais ici ? Et en plus, je pouvais malheureusement constater que toutes les femmes de ma famille étaient atteintes d'une espèce de maladie qu'on ne prononçait pas, qu'on ne définissait pas, mais qui faisait qu'elles finissaient toutes sourdes et paralysées, sans avoir le jour et l'heure de la partie définitive. Donc en fait, très petite, je me suis dit, ok, c'est triste à mourir, comment je vais faire pour rencontrer des gens ? J'étais maladroite, j'étais perdue, et je me suis dit, il y a cette horloge et cette épée de Damoclès, qu'est-ce que je fais avec les cartes que j'ai en main ? Et donc je me suis dit, comme je ne pourrais certainement pas faire le tour du monde, je n'aurais pas toute ma vie pour ça, et bien je vais le faire le plus rapidement possible. Donc je me suis décidée à me dire, il faut que je voyage, et j'ai choisi en fait d'aller à la rencontre des autres, de les découvrir, de m'en inspirer, de les connaître, et quelque part en plus, ça me permettait moi de plus me sentir différente dans mon quartier, dans mon pays, parce que tout le monde là-bas était différent en fait. Et moi j'étais une différente parmi tant d'autres, donc c'était beaucoup moins lourd à porter. D'accord. Et d'ailleurs, tu le dis toi-même, tu as plusieurs handicaps. Tu as également connu, à un moment donné de ta vie, la précarité avec les restaurants du cœur, la violence conjugale, mais aussi des aidants. Et pourtant, tu ne te définis absolument pas en victime. Au contraire, tu rayonnes. Mais comment fais-tu ? Alors ça, je ne m'en rends pas compte du tout. J'ai toujours l'impression que tout est marqué sur moi et qu'on va dire, oh là. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'être ? Comment on veut se définir ? Est-ce que je suis victime ou est-ce que c'est arrivé hier ? Je suis donc ex-victime. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je subis, tout comme la maladie, la souffrance, ça peut être un statut, ou est-ce que je me prends en main et je dis qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et en fait,
être victime, c'est bien, il faut l'accepter, il faut le reconnaître pour passer l'étape suivante, mais à un moment donné, il faut être dans l'action et se dire, ok, demain, comme tous les jours, il y a une feuille blanche, qu'est-ce que j'écris sur cette feuille ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de rencontrer ? Quel environnement ? Quel type de personne ? Qu'est-ce qui va m'inspirer ? Qu'est-ce qui va me faire du bien ? Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que la souffrance n'empêche pas le bonheur. La violence n'empêche pas le bonheur. Les obstacles n'empêchent pas le bonheur. Ils font partie de la vie. On le sait, la maladie, la mort, toutes ces épreuves. Et en fait, ça n'empêche pas d'être heureux. Le bonheur, ça se construit au fur et à mesure, tous les jours, en apprenant. Donc, pour moi, être victime, c'est refuser que l'autre me définisse par rapport à ce que lui a posé comme acte, par exemple. D'accord. C'est pas lui qui décide, c'est moi. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, tu parles de différence. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour toi, la richesse de la différence ? Alors, en fait, pour moi, elle a toujours été fabuleuse. C'est un mot que je trouve merveilleux parce qu'il fait partir l'imaginaire en disant, quand je parlais de l'étranger, tout ce que je vais découvrir, la différence de culture, la différence de nourriture, ça peut être... Mais pour moi, fondamentalement, l'autre, il est attirant, il est inspirant et ça veut dire découverte. Donc, ça veut dire richesse, ça veut dire partage. Donc, moi, je n'ai jamais vu, jusqu'à ce que le regard de l'autre me dise « tu est différente de moi ». Et là, c'est complètement différent. Et à ce moment-là, on se sent effectivement inspirant, mais pas du bon côté un peu de la barrière. Mais pour moi, voilà, la différence, ça reste l'une des plus belles choses. Et d'ailleurs, la diversité qu'on a, humaine, végétale, tout ce qu'on veut, elle est juste extraordinaire. C'est un puissant fin de merveille. Et il y avait aussi une question qui me traversait l'esprit, c'est comment fait-on justement, quand la société nous dresse des barrières, le regard des autres, ce genre de choses, quand on se sent, en fait, nous, pas forcément, mais quand les autres nous renvoient à nos différences, nous mettent des barrières, etc. Comment fait-on pour éviter quand même prendre cette place que les gens ne veulent pas nous donner ? Alors, effectivement, moi, j'ai commencé très mal dans la vie, puisqu'à la sortie de l'école, on m'a dit, vous êtes jeune, vous êtes une femme, vous voulez faire de la stratégie, c'est un métier d'homme, vous voulez voyager à l'international, mais vous n'êtes pas mobile avec vos handicaps, donc je vous promets 25 ans de chômage. Sauf que moi, c'était vraiment... je ne pouvais pas me résigner, tout comme toi. Voilà, on n'abandonne pas, et à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et c'est pas dire ils ont tort, c'est pas de l'ego en disant je vais y arriver quand même, je suis une grande fille, c'est vraiment se dire mon rêve, même si j'en réalise qu'un dixième, j'ai quand même envie de le faire, donc je vais faire peut-être différemment, mais je vais quand même faire ce que j'ai décidé de faire parce que c'est ce qui m'anime au quotidien. Et je pense qu'une fois de plus, comme on parlait de victime, c'est le regard de l'autre qui n'a pas vu, entre guillemets, soit mon potentiel, soit les talents, soit qui n'est pas suffisamment souple et agile pour se dire on peut imaginer son poste différemment. Maintenant, on le voit à distance avec tout ce qui est visio, grâce au confinement, etc. Ça fait partie des choses positives qui sont arrivées, mais on n'est pas obligé de se dépasser toutes les 10 secondes non plus pour aller à la rencontre des gens. Et une fois de plus, ce qui est compliqué aussi, mais qui s'apprend, c'est gérer le regard de l'autre quand il me met mal à l'aise. Je trouve que ce qui est difficile dans notre société, c'est qu'on a tendance à évaluer une valeur différente d'une personne à l'autre. Elle est blonde, elle vaut plus que ceci. Il est petit, il vaut moins que cela. On est tout le temps dans la performance, dans la comparaison, au lieu de se dire on est tous différents, tous uniques, et on a tous du talent. Et comment on gère ce regard, justement, quand il nous tire vers le bas ? On pleure beaucoup. C'est sûr. On apprend, en fait, c'est une vraie gymnastique, c'est comme le courage, c'est comme la peur. Ça se travaille, en fait, au quotidien. Apprendre à encaisser des coups, à se relever de plus en plus vite, à faire face. Tout ça, ce sont des choses avec lesquelles on n'est pas forcément né. Et c'est un travail. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est que ça peut s'acquérir. Et que justement, c'est ça aussi la quête vers la confiance en soi,
qui est difficile pour nous parce qu'on a l'impression d'être une double peine, voire pire. On est blonde, on est handicapée, on est une femme. Enfin, parfois, on se dit, on a coché toutes les mauvaises faces, mais une fois de plus pour l'autre, alors que nous, on se réjouit d'être comme ça et on est super fiers de nous. Donc, moi, je trouve que voilà, il faut être rigoureux, s'inspirer et de tous les parcours des unes et des autres. Alors, pour nous, ça a peut-être été Hélène Keller, moi, ça a été Frida Kahlo avec Mon dos, et se dire si elles y sont arrivées, une fois de plus, je ferai peut-être un petit pas comme elle, mais si je peux toucher à ça, mais c'est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de se dire une fois de plus, c'est pas la société, ce sont pas les autres qui nous définissent, c'est nous qui décidons qui on a envie d'être. Et ça, c'est une liberté qu'on doit surtout pas se priver ou se cacher. Et par rapport à la honte, qu'on peut parfois ressentir, parce que ça, c'est vraiment un sujet très, très tabou, c'est est-ce que tu aurais des clés à nous partager pour rebasculer dans une énergie positive, voir le verre à moitié plein? Ouais. Alors, en fait, moi, je pense que c'est... On est tout le temps en transformation. Ça dépend de l'environnement, des personnes qu'on croise. Il y en a avec qui on va être super à l'aise, d'autres non. Et étant donné que ce n'est jamais acquis, puisqu'on n'est jamais dans le même environnement, c'est vraiment une gymnastique, comme si tous les matins on disait je fais mes échauffements, etc. C'est tous les jours se lever et se dire je prends, moi quand j'étais plus jeune, je me déguise. Voilà, je me suis habillée en fille aujourd'hui, j'ai des bijoux, etc. Ok, qui je suis le matin, voilà. Et avoir tout ça en tête. Toutes les qualités, mais aussi les défauts, les choses qui dysfonctionnent, etc. Et accepter et comprendre que l'autre, ça va être le reflet de lui, sa crainte. En fait, ce qu'il va projeter sur moi, quand on me dit vous êtes une femme handicapée, eh ben, ne prenez pas de poste à responsabilité, restez chez vous. Ça, c'est des choses qu'on entend encore malheureusement en 2022. Eh ben, c'est ce que, sur le coup, on encaisse. On apprend à ne plus pleurer, à ne plus partir en courant, etc. Mais c'est surtout qu'au fur et à mesure, en fait, moi j'ai mal pour ces gens-là. Je me dis, c'est eux qui sont en souffrance. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore découvert et qu'ils n'ont pas encore compris. Et c'est pour eux que c'est violent. Donc c'est violent pour nous parce que ça se verbalise et ça nous touche. Mais en fait, une fois de plus, c'est ce que la personne va ressentir en vous voyant. Ça ne veut pas dire qu'on est, on est dans ce schéma-là. Et donc voilà, donc c'est un travail régulier. C'est aussi être fier de ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire même des petites victoires. Moi, avec les différentes pathologies que j'ai, par exemple, il y a des jours où je ne peux pas m'habiller toute seule, c'est très compliqué. Et où je ne peux pas me coiffer toute seule. Et bien, quand j'arrive à me coiffer, mais je suis la plus heureuse du monde. Aujourd'hui, je suis debout, je ne suis pas en fauteuil. C'est une super victoire. Et en fait, je m'auto-récompense, puisque les gens ne le savent pas, parce que ce sont des handicaps invisibles. Et moi, tous les jours, et en fin de journée particulièrement, je me dis bravo, tu as assuré, tu as réussi à aller à tes rendez-vous, tu as réussi à t'exprimer, tu as réussi à gérer ta douleur, à gérer le regard des autres, les attaques qu'il peut y avoir par moment. Et tout ça, je pense qu'il faut être content de soi. Et pour être content de soi et prendre confiance, il faut être très doux avec soi-même et puis se réconcilier. Moi, mon petit garçon, souvent, il me dit « Mais maman, c'est pas ta faute, t'as pas choisi d'être malade. » Et effectivement, c'est pas moi qui ai choisi. Donc, il faut que je me réconcilie aussi avec moi-même en me disant c'est pas de ma faute, il faut que j'arrête de m'excuser, c'est pas moi qui ai choisi ça. Donc ça aussi, ce sont des choses intéressantes, cette vision. Et puis enfin, la dernière chose, c'est de regarder d'où on vient. Tu parlais tout à l'heure, j'ai eu des moments, comme chacun peut en avoir malheureusement dans la vie, vraiment très compliqués, des épreuves au-delà de la maladie, par les violences, par plein de choses comme ça. Et ce que je fais régulièrement, c'est que je regarde derrière moi quand c'est compliqué. Et je me dis, regarde d'où tu viens. Regarde tout ce qui s'est passé. Tu as réussi quand même à construire une famille, à faire 1001 métiers que tu n'aurais pas imaginé, à faire, je ne sais pas, 100 fois, 1000 fois plus que ce dont j'aurais rêvé. J'ai des enfants merveilleux, je rencontre des gens merveilleux. Donc, regardez derrière soi. Et oui, aujourd'hui, c'est peut-être une journée pourrie, difficile, etc. Mais ça ne veut pas dire que demain, de nouveau, on part sur une feuille blanche, comme je disais tout à l'heure, et on recommence une nouvelle journée. Tous les jours, on a cette chance extraordinaire de se dire qu'est-ce qui va m'arriver de beau aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que le cadeau que va m'offrir la journée ? Quel va être le... Donc voilà, le désespoir existe, mais ça, c'est pareil. Voilà, il faut travailler. Et au fur et à mesure, comme tous les grands sportifs, ça devient une gymnastique. Et au lieu de passer une journée à ruminer et à se dire « je suis nul, j'y arriverai pas, il faut tout recommencer à zéro », et bien ça prend de moins en moins de temps, puisque c'est une espèce de discipline, en fait.
Bah, merci beaucoup Stéphanie pour tous ces moments très inspirants, parce qu'effectivement, tu montres bien que tout s'apprend. On peut revenir de tout, mais il faut parfois être un petit peu accompagné. C'est ça, exactement. Et bien s'entourer. Et la dernière chose, on parle beaucoup de résilience en termes de psychologie, psychiatrie. Moi, je suis persuadée, en fait, que la résilience s'apprend également, tu vois. Qu'on peut, grâce à ces expériences de vie, on n'en a peut-être pas les capacités au début de sa vie, mais c'est une compétence comme une autre, je pense, qui peut s'acquérir. Et ça, c'est un bel espoir pour chacun de nous. Merci beaucoup Stéphanie pour cette partie très inspirante. Merci infiniment, Virginie. J'ai le grand bonheur d'accueillir Ludovic Procéché, l'ambassadeur du geste simple, du geste propre de la rue de Paris. Ludovic est éboueur et nous inspire par son enthousiasme et par tout ce qu'il entreprend pour éradiquer la pollution là où il passe. Ludovic, tu as vécu des choses un petit peu marquantes. Une enfance difficile, tu as enchaîné les petits boulots pour en survivre et tu as terminé 10 ans EDF de la rue de Paris. Alors, quels sont les 3 points que la vie t'a appris de cette période? Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je crois que c'est la meilleure des invitations que j'ai eues jusqu'à maintenant. Et les 3 points qui m'ont aidé, oui. C'est déjà aimer la vie. C'est hyper important. On n'est pas là pour rien. Et il y a l'entraide, énormément d'entraide. Et le 3e, c'est toujours être souriant. Même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile, on va y arriver. D'accord. On va y arriver. Donc, et il faut aussi pas hésiter des fois à utiliser l'humour. L'humour, ça aide énormément. Faut pas trop en faire non plus. Mais j'ai l'impression que tu as beaucoup d'humour. À un moment donné, tu voulais être clown. Oui, exactement. D'accord. J'ai même fait une année d'école du cirque. Et je me suis régalé. Je sais marcher sur une boule, je sais marcher sur un fil. Bon, je tombe un petit peu, hein, mais je ne suis pas devenu professionnel. Mais par contre, j'ai les bases. Je sais jongler aussi. Donc des fois, je jongle. Ça m'arrive. Et tu adores ton métier. Ah là là. Mon métier, depuis que je suis éboueur, c'est une renaissance pour moi. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'on fait du bien. Et on fait du bien, que ce soit aux autres, et surtout à notre maison, à celle qui nous fait vivre, qui nous permet de vivre, c'est la planète. Cette terre, sans elle, on n'est rien. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui te nourrit, c'est le fait d'avoir trouvé un sens à ta vie. Exactement. Par rapport à toutes ces épreuves. Alors quand j'étais pendant ces années de galère, pendant mes années de sans domicile fixe, il y a des moments où j'ai voulu mettre fin à ma vie, j'ai eu des mauvaises idées, hein. J'ai failli partir dans l'alcool, etc. Mais non, tout ça parce que la vie, c'est juste très important, vraiment. Faut pas la rater, quoi. Et donner un sens à sa vie, donner un sens. Et quand je suis devenu éboueur, pour moi, ça y est, là, il y a une voie qui s'est ouverte. Mais alors, c'est un boulevard, hein. J'ai bien vu. Effectivement. Et d'ailleurs, ton message est complètement universel. Jette à la poubelle. Alors, ça semble évident, mais quelle est la réalité que tu observes, toi, sur le terrain? Alors, jeter à la poubelle, c'est un geste qui est simple, mais qui n'est pas donné à tous, apparemment. Parce que beaucoup de déchets se retrouvent par terre. D'accord. Et moi, je combats ça, je combats ces incivilités. Alors, pour moi, pour faire changer les choses, c'est la communication. C'est parler avec des petites vidéos simples qu'il faut jeter à la poubelle. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une décharge publique. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et moi, j'ai la chance de travailler à Paris. Pour moi, hein, c'est la plus belle capitale du monde. J'ai un peu voyagé, mais pour moi, on est en train de la pourrir. À un moment donné, stop. C'est magnifique, Paris. Donc, on ne peut pas
agir comme ça. Donc il faut changer les choses. Et la seule façon pour moi, aussi encore une fois, je parle que pour moi, pour changer les choses, il y a l'éducation. Ce que j'entreprends... Tu sais livre ici? Voilà. Quel magnifique livre. Et ouais, j'ai eu la chance d'écrire ce livre avec Isabelle Millet, que je remercie d'ailleurs. Et là, vous avez toute ma vie dedans. On a toutes les clés pour pouvoir pratiquer les bons gestes et se rendre compte qu'on est sur Terre, on est sur une belle planète et qu'il faut qu'on en prenne soin vraiment. Et d'ailleurs, tu l'as intitulé « Plus tard, tu seras éboueur ». Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on t'avait dit quand tu étais petit. Exactement, voilà. Alors, généralement non, mais les professeurs ou les instits, ils ont des petites remarques comme ça. Ils disent à leurs élèves, travaille à l'école ou tu vas devenir balayeur ou éboueur. Alors moi, je dis, mais finalement, dites-le maintenant, parce qu'il y a une vraie carrière à faire. En fait, les gens ne savent pas, il y a un vrai salaire, donc entre 1500 et 1700 euros net, donc c'est bien. Et il faut savoir que ce métier ne demande pas de diplôme, tout le monde a accès. Donc j'estime que c'est bien payé, parce que il n'y a pas de diplôme. Mais pour la tâche qu'il y a à accomplir tous les jours, c'est mal payé. On est bien d'accord avec ça. Alors après, on peut devenir chef d'équipe, agent de maîtrise, chef de secteur, etc. Il y a vraiment une vraie carrière. Et ça, on n'en parle pas. Ma maman m'a offert un bouquin en 1992 pour Noël. Il y a 280 métiers référencés dedans. Il n'y a pas le métier des boueurs, balayeurs. Il n'y a pas les métiers du ménage. Incroyable. Ah oui. Alors que c'est la base. Enfin, nos rues, si elles sont propres, c'est parce qu'il y a des gens qui ont nettoyé, tout simplement. Si les hôpitaux sont propres, c'est parce qu'il y a des gens qui nettoient. Si nos cantines sont propres, c'est parce qu'il y a des gens qui nettoient, etc. etc. La propreté, l'hygiène, c'est vital. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, tu parlais de communication et plus de 300 000 personnes aujourd'hui te suivent sur TikTok. Mais que tu as identifié, pourquoi tu les inspirais tellement? Alors, sur TikTok, j'ai 287 000,8. On a redit. Et après, il y a Instagram, il y a Twitter, donc tout ça, ça fait à peu près 330 000 abonnés. Et pourquoi? En fait, je dis pas qu'ils se retrouvent en moi, mais ils se retrouvent dans le message que je peux transmettre avec, comme je le dis, des vidéos simples, faire des avant-après, montrer aussi l'impact de l'éboueur dans la propreté, c'est tellement important. Et je suis simple et je suis moi-même, tout simplement. Il n'y a pas de chichi, je ne fais pas des vidéos je suis avec mon téléphone par terre, hein, il est par terre mon téléphone. C'est le plus simplement possible. Et voilà, juste, je montre qu'un éboueur, c'est important et qu'on doit jeter à la poubelle et qu'il y a beaucoup d'incivilité, parce qu'il n'y a pas que dans les rues, dans nos transports aussi. Que ce soit dans les transports parisiens ou dans nos trains. Mais c'est incroyable quand même de laisser ces déchets derrière soi, dans les trains. Tout ça parce qu'on va attendre qu'une personne va passer, ramasser ça. Non, on ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est ça que je veux changer. Parce qu'on est toutes et tous, vous et moi, on est tous acteurs de la propreté. Et d'ailleurs, dans ta communication, tu communiques aussi sur d'autres personnes que toi. Tu communiques sur les invisibles de la rue. Mais qui sont ces personnes? Alors, visibiliser les invisibles, c'est nous, en fait, c'est les éboueurs. Et il n'y a pas que, il y a aussi toutes les personnes qui travaillent dans le ménage, en fait. Hein. On n'en parle jamais. Personne n'en parle dans le ménage. Et c'est hyper important. Pourquoi c'est important? Ici, il y a des personnes qui ont fait le ménage. Oui, c'est ça. On n'en parle pas. Pourquoi? Alors qu'on devrait en parler. Parce que, grâce à eux, on vit dans un monde propre. Notre environnement, il est propre. Moi, quand je suis dans une rue et qu'elle est sale, j'ai une phrase que je ressors souvent, c'est « Nous sommes les magiciens des rues » ou alors « Nous sommes les médecins des rues ». On va mettre des pansements par-ci, par-là. Bon, c'est imagé tout ce que je raconte. Mais en fait, c'est ça. Et on arrête les hémorragies. Jusqu'au moment où on n'aura plus besoin de ramasser les déchets des uns et des autres, parce qu'on sera civilisé. D'accord. Mais il ne faut pas croire qu'en jetant par terre, on va nous donner du travail. Pas du tout. Parce que le temps qu'on va passer à ramasser toutes les incivilités des uns et des autres,
C'est du temps qu'on n'aura pas pour faire autre chose. Vous savez que les rues sont désherbées. Il n'y a pas d'herbe dans les rues. Non. Pourquoi? Parce qu'on est passé pour pouvoir désherber. Mais des fois, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on va ramasser les incivilités. Intéressant. Et d'ailleurs, tu as des défis que tu relèves souvent pour justement continuer à sensibiliser de différentes manières. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors, mon premier défi, ça a été, au mois d'août, j'ai décidé de faire le Tour de Paris en 2 jours et demi, en roule-sac. Donc le roule-sac, c'est notre chariot qu'on a de tous les jours, les éboueurs. Ça porte bien son nom, on roule avec un sac et on collecte les déchets. Et donc j'ai fait le Tour de Paris en 48 heures, en 2 jours et demi, et j'ai ramassé 2800 litres, non 4800 litres, pardon, 48 sacs de 100 litres, donc ça fait 4800. Ensuite, j'ai même dormi à Porte de Clignancourt, dans une tente, au milieu des rats. C'est pas terrible. Et ensuite, le deuxième, donc au mois de septembre, j'ai fait la tournée des ponts de Paris. Pourquoi? Parce que quand j'étais au Tour de Paris, quand j'ai fait le Tour de Paris, j'ai vu du papier toilette qui était suspendu sur un pont. Je me dis waouh. Et là, ça m'a donné l'idée de faire la tournée des ponts de Paris, donc 35 ponts, et j'ai ramassé 2300 litres de déchets qui étaient prêts à tomber dans la Seine. Je me dis, j'ai un petit peu préservé la Seine en faisant ça. Ensuite, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter à ça, je vais faire encore beaucoup plus grand. Moi qui habite dans l'Essonne, moi j'habite à Étampes, je me suis dit, je vais faire Étampes-Paris, toujours pareil, à pied avec mon roule-sac pour ramasser les déchets sur les bords de route. Et nous avons ramassé 63 sacs, donc 6300 litres, et je n'ai pas compté tous les encombrants qu'on a récoltés aussi. On est à peu près 900 kilos, donc presque 1 tonne en 110 km. Et en fait, tout ce que je vous ai raconté là, c'est une grosse préparation pour faire, en 2023, on va partir le 1er août 2023, donc je pense sur les coups de 10 heures, au point zéro. Le point zéro, c'est sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Et on va faire Paris-Marseille en roule-sac, donc à pied. On sera deux de chaque côté de la N7, la Nationale 7. On va faire il y aura 14 étapes. Donc, ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à regarder mes stories, etc. Comme ça, vous saurez où je suis exactement. Et venez, on va bien s'amuser. Et on va surtout récolter, on va collecter les déchets qu'il y a sur les bords de route. Parce que, juste une parenthèse, quand j'ai fait Étampes-Paris, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus sale entre les villes. Dans les villes, les éboueurs ont bien fait leur boulot, même si des gens ressalissent derrière. Mais par contre, entre les villes, c'est un désastre. Quand vous trouvez une canette de bière, quand vous trouvez un paquet de cigarettes qui est broyé sur les bas-côtés, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont jeté à travers leurs fenêtres. Voilà. Alors, pour le Paris-Marseille, j'ai peur du résultat. Parce que là, on a prévu 1600 sacs de 100 litres, imaginez-vous. Donc, si on les remplit tous, c'est qu'il y a un gros souci. Donc, merci beaucoup, Ludovic, de nous montrer que tous, à notre échelle, nous pouvons changer le monde. Exactement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Avec plaisir. D'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment avec nous. Et à très bientôt pour la suite. Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale.